Hey, ça y est, nous avons repris le chemin des terrains et malheureusement, c'est une défaite. Alors, c'est pas bien grave, les amis, mais quand même, on a pu tirer un peu quelques enseignements et on va en parler. Je vais vous en parler, les amis. On va parler aussi du mercato, bien sûr, parce qu'il y a Hochberg qui vient d'arriver. Il est sur Marseille, ça y est, il est arrivé hier soir et il va passer sa visite médicale donc ce matin, logiquement comme Greenwood la dernière fois, et il signera dans l'après-midi, dans la soirée, peu importe, mais en tout cas, ça sera aujourd'hui que ça sera officiel. Hochberg va être olympien et je l'annonce, Hochberg est à l'OM. Voilà, comme dans le titre. La défaite, on va en parler. Tout d'abord, le petit soutien. On a été nombreux hier, c'était franchement très très sympa. Si vous voulez revivre le match contre Toulon, je serai en live mercredi à partir de 16 h comme hier. Et on va passer un bon moment. J'ai préparé déjà un petit truc et ça sera sympa. Allez, on y va sur quoi les amis? Sur l'introduction. Alors pour commencer, l'arrivée de Hochberg, je vous la montre. Je mets même du son, tiens, écoutez bien, écoutez bien. Ça dure 30 secondes. Pas vraiment de discours. Voilà, quelques petits chants. Et on voit Hochberg qui tape des mains. Ça fait plaisir à Marignan. Donc il est arrivé à l'aéroport. Il devrait donc s'installer dans un hôtel. Et demain matin, aller passer sa visite médicale. Et pourquoi pas signer juste dans la fin de matinée ou début d'après-midi. Pour être annoncé dans la fin de l'après-midi avec un clip magnifique de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est bon pour la vidéo. Voilà, c'est assez court, net, clair et précis. Donc, Hochberg marseillais. Hochberg, une petite anecdote qui est sortie du côté de la Provence aujourd'hui. Alors qu'Hochberg n'était pas encore majeur, Pep Guardiola comptait faire du Danois le Busquets du Bayern. Et à l'époque, il n'avait pas 18 ans. Sous les ordres du Catalan, Pierre-Emile deviendra le plus jeune joueur de l'institution à démarrer une rencontre de Bundesliga. Il jouera même par la suite une finale de Coupe d'Allemagne à peine 18 ans. Donc c'est un joueur qui était fort directement quand il était jeune et beaucoup de coachs en disent du bien. Donc Guardiola en dit du bien. Comment il s'appelle? Mourinho en dit du bien et on a ce joueur-là chez nous qui a que 28 ans finalement. Il n'est pas vieux les amis, il n'est pas cramé. Il n'a pas de blessure dans sa carrière pratiquement, très peu et il s'entretient bien. Il n'y a que l'année dernière où il a eu moins de matchs parce que le coach ne comptait pas vraiment sur lui dans ses plans. Mais sinon la saison d'avant il était énorme. Donc on a un super joueur et on espère qu'il sera au top chez nous. Parce que bon, il y a des joueurs qui ont été bons ailleurs mais pas bons chez nous. Allez, donc on continue. Et par contre, il y a un point précis qu'il faut souligner pour Hochberg, c'est notre caution expérience pour le milieu terrain. Voilà, donc il voulait un joueur expérimenté, Roberto De Zerbi, c'est marqué dans la Provence encore une fois, et il a eu ce joueur-là, donc pour remplacer les départs de Verretou et Konobia, si on n'a que Koné, si on a un autre jeune qui arrivera derrière, c'est Hochberg qui aura la caution expérience. Et la caution expérience sur la Champions League, sur la Première Ligue, sur la Bundesliga au très haut niveau. Voilà, c'est pas une petite expérience de Ligue 1, de rien de tout. Voilà. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne pour Hochberg. Non, c'est pour la signature. Je vous l'ai montré dans le live, mais c'est juste pour vous montrer l'anecdote. Mason Greenwood, c'est bien intégré à l'OM. Regardez, il y a un M, le Mason, et il y a une espèce de O, c'est le G en fait, Mason Greenwood. Ça ressemble au signe OM. Voilà, donc OM, il est bien intégré. Allez, on enchaîne, c'est rien du tout. Donc le match, bien sûr, on va enchaîner sur le match et on va parler de la rencontre. Donc 2-0, le but de Mbina, je crois, Mbino, je sais pas, et le deuxième, Monsieur But. On va l'appeler parce qu'on ne sait pas, voilà, c'était un petit peu bizarre. Allez, j'enchaîne pour les compositions. Les compositions d'équipe, alors je vous les ai mis en 4-2-3-1, mais finalement, quand on va voir sur les phases arrêtées, ça ressemble plus à un 4-4-2. Vous allez voir un petit peu. Après, les phases arrêtées, on peut faire dire ce qu'on veut parce que finalement, il n'y a pas de mouvement. Et s'il y a du mouvement, peut-être que le joueur se replace pour être en 4-2-3-1. Pardon. Donc le 4-2-3-1 avec Blanco au gardien, puisque Paul Lopez est écarté et il va partir. Merlin à gauche, Brassier, Balerdi, Meïté à droite. N'oublions pas que Klos n'est pas encore revenu, Murillo non plus. Et derrière, on n'avait pas vraiment d'autres solutions, mis à part Lirola, qui a joué la deuxième mi-temps, vous allez voir dans la deuxième composition. Unai devant la défense avec Kondogbia, Aminarit, Abdallah à droite, très très bon, on va en parler tout à l'heure, Enrique et Mumbagna en pointe. Je vous montre la deuxième mi-temps, ça c'était la première mi-temps. Toute l'équipe a changé, et il y a même eu un petit changement en deuxième mi-temps, c'est Koum, l'arrière-gauche d'Auxerre qu'on a signé en début de saison ou la fin de saison dernière, je ne me rappelle plus. Il a remplacé Soglo en cours de deuxième mi-temps. Sinon, on avait Van Dijk au gardien, Soglo, Daou, Niakossi, Lirola, Lafont, Bakola, Selami, Mug, Ben Seguir et Esternal. Alors,
je vais vous préciser 2-3 cas sur quelques jeunes. Sternal, on va préciser un petit peu. Sur Lafont, on va préciser un petit peu. Et sur le jeune Abdallah, on va préciser un petit peu. Sinon, un petit mot pour malheureusement Niak aussi. Il fait une grosse bourde sur le deuxième but qu'on encaisse. Je vais pas, voilà, on va pas lui taper dessus. Je vais pas taper sur aucun joueur, les amis. Ça ne sert à rien. On est sur un match de prépa. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas envie de rester à l'OM et peut-être qui ne donnent pas tout aussi sur le terrain. Cela dit, en re-regardant le match, parce que j'ai re-regardé le match, j'ai pas vu franchement de trucs qui me gênaient franchement. Il y avait peut-être des joueurs qui ont manqué leur passe ici et là, mais ça c'est normal. Voilà, il faut se régler un petit peu. Mais au-delà de ça, les efforts ils ont été faits franchement. Même Kondogbia, j'avais dit pendant le match qu'il finalement il n'a pas fait d'effort. Et Kondogbia, vous allez voir dans les phases de pressing intense, il a été présent. Allez, j'enchaîne justement avec ces phases de pressing et autre chose. Alors, il faudra me dire dans la vidéo, dans les commentaires, si vous voyez bien les phases que je vous mets maintenant. Donc, il y a plusieurs phases. Là, c'est une phase où on passe à 3 défenseurs quand on a la possession du ballon. Alors, je vous explique. C'est un trade sur quelques phases de l'OM Nîmes. En possession du ballon. Là, c'est en possession du ballon. Quand on construit tranquillement, mais sûrement. L'OM passe en 3-2-2-3 ou en 3-2-4-1. Mais c'est peut-être plus un 3-2-2-3 puisque Abdallah et de l'autre côté, Enrique était à la hauteur d'un Faris Moumania. Donc pour moi, c'est un 3-2-2-3. On dit 3-2-4-1, mais ça peut être un 3-2-2-3. Voilà, je vais arrêter avec ça. Meïté qui coulisse de la droite vers l'axe. Parce que normalement, Meïté, vous l'avez vu tout à l'heure en 4 défenseurs, il était à droite. Et là, vous l'avez en bas ici, je vous montre avec le curseur. Il est ici, il était là normalement. Donc il a recoulissé un petit peu dans l'axe. Balerdi passe dans l'axe exclusif. Et côté gauche, on aura Brassier. Merlin, il n'est plus là. Merlin, il est où? Il est là où il y a la flèche rouge. Regardez, il est devant la défense. Il va apporter le surnombre, comme je le mets là, regardez, écoutez. Merlin apporte le surnombre au milieu, tandis que Unai monte d'un cran à la création offensive. Je n'avais pas la place d'écrire tout. Vous voyez donc Merlin là, Kondogbia qui reste à sa place. Et devant, vous voyez Unai juste devant Merlin. Donc en fait, Merlin, quand il monte d'un cran, voilà, avec le curseur, vous voyez bien normalement, il monte ici dans le cœur du jeu pour apporter du surnombre. Derrière, on a Unai qui monte d'un cran pour apporter un peu plus offensivement, avec Harit qui reste à sa hauteur. Devant, on a Moumbagna. À droite, vous ne voyez pas, sur la flèche, il y a Abdallah. Et sur le côté gauche, en haut, c'est Enrique. Voilà, ça permet d'avoir un avantage en nombre offensivement. Et derrière, on a 3 défenseurs costauds avec Brassier, Meïté et Balerdi. Voilà donc pour la phase de possession de ballon, de construction, tranquillement mais sûrement. Après, je vais vous expliquer un petit peu quand on a le ballon vraiment plus bas. Allez, je continue avec la deuxième partie. En deuxième partie, cette fois, c'est quand on est en position d'attente sans le ballon. Sans le ballon, l'équipe se forme en 4-4-2. Vous voyez, j'avais dit 4-2-3-1 tout à l'heure. Non, c'est en 4-4-2 qu'on se forme quand on est là pour mettre un barrage, en fait. 2 barrages, même 3 barrages. En fait, on fait 3 lignes. Pourquoi 3 lignes? C'est comme ça, on a 2 joueurs qui sont devant à faire un pressing déjà, les 2 attaquants, que sont Harit, je vous le montre ici, Harit ici, et Moumbagna de l'autre côté. Ils font un pressing sur les défenseurs quand ils relancent. Parce que souvent, quand tu es des défenseurs, tu relances à 2 ou à 3. Donc, si tu as 2 attaquants, c'est plus difficile de passer que si tu n'en as qu'un comme Faris Moumbagna. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 attaquants. Les milieux de terrain, ils passent à 4. Donc, on a Abdallah qui est ici. Au lieu de rester en attaque, il descend d'un cran pour être à la ligne de 4 ici. On a Kondogbia, on a Unai. Et de l'autre côté, on a Enrique. Voilà. Et pour la défense, on repasse à 4 avec Merlin qui est revenu se glisser à gauche de la défense. Vous voyez, quand on est en phase défensive, en phase d'attente, on est en 4-4-2. Alors ça, c'est des enseignements qu'on peut tirer, ça va peut-être changer, ça peut mouver, ça peut bouger, mais c'est juste que, voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire des phases arrêtées. J'ai regardé, il y en avait plusieurs en 4-4-2 pendant la rencontre, donc je me suis dit, on va faire des phases arrêtées, je vais essayer de trouver la plus proche possible d'un 4-4-2. Donc là, on est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous lis le truc. L'équipe se forme en 4-4-2. Harit se place à la hauteur de Faris, je vous ai expliqué. Et le milieu prend toute la largeur avec Abdallah et Enrique sur les côtés. Un pressing va se déclencher et plusieurs joueurs sont concernés. Vous allez voir, il y a un pressing qui va se déclencher à ce moment-là. Voilà, c'est pratiquement la même occasion ou celle d'après, mais c'est pratiquement pareil. Et derrière, regardez, je vous montre le pressing. Le pressing, phase de pressing intense. 4 Olympiens sont concernés dans cette zone. Balerdi est venu apporter le surnombre tandis que Meïté vient coulisser derrière pour compenser la montée de l'Argentin. Vous voyez Balerdi, il est ici. Il est très haut sur le terrain. Balerdi est ici. On a Kondogbia qui fait une course derrière le joueur qui a le ballon. Et on a ici, c'est Amin Harit qui va faire un pressing en direction du joueur. Et là, on a même Faris qui vient presser aussi en revenant en arrière. Derrière, vous avez quand même Meïté, vous voyez, avec une course verte qui va se replacer derrière Balerdi pour compenser la montée de l'Argentin. Vous avez compris? Et maintenant, on va voir le résultat
de cette montée, pour ce pressing-là qui a été intense, surtout le résultat plutôt qui est là, qui est marqué là, c'est Kondogbia réussit à gratter le ballon. Et Kondogbia, il a fait quand même plusieurs fois de cette manière-là. Donc Kondogbia, finalement, il a fait son match. Hein. Peut-être dans les prestations de passes, il a été un petit peu en dessous, certes. Il y a beaucoup de joueurs qui ont manqué des passes. Ça aussi, je vais en parler un petit peu dans les phases de passes. Je continue. Prise de risque en possession basse, ça c'est la défense. Quand on a le ballon en défense, on est à 3 toujours avec le ballon bien sûr comme tout à l'heure. Et on voit que Meïté a la semelle sur le ballon. Vous voyez là, il a le ballon ici, il y a une petite flèche bleue. Je vais vous lire le truc. Meïté a la semelle sur le ballon. Il attend le pressing adverse pour essayer d'effacer un ou plusieurs joueurs. J'ai oublié le EUR mais on s'en fout. Joueurs par la passe. On voit un Nîmois courir vers Bamo. Kondogbia se propose avec une course vers l'arrière, mais Bamo va choisir Blanco. Vous voyez, à Kondogbia qui va faire une course vers l'arrière. On voit qu'il a un bras tendu. Il va lui dire « mets-moi là ». Il ne va pas choisir Kondogbia. Il ne va pas choisir non plus le risque de la mettre de l'autre côté, quitte à se faire presser ici. Il se fait presser de face par un attaquant qui arrive ici avec la flèche rouge. Donc, il va la reglisser derrière avec la flèche verte sur le gardien. Voilà, ça, c'était une phase où on ne prend pas énormément de risques puisqu'on revient derrière. Finalement, cette occasion se termine comme ça. Vous voyez la passe en arrière. La passe arrive à Blanco. Le gardien attendra que les joueurs nîmois montent d'un cran pour relancer par une passe courte sur Brassier, si je ne me trompe pas, de phase. Voilà, ce trade n'est pas top. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas vraiment top, hein, je le sais, on voit pas très bien. Mais il manque les phases. Voilà, il manque les phases de passe que je voulais rajouter, mais j'ai pas trouvé assez de bonnes images de passes courtes ou longues. Mais la prochaine fois. Donc là, il y avait des phases de passe, redoublement de passe. Voilà, des enseignements qu'on peut tirer de ça avec des erreurs. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs. Même des passes longues, hein, avec Balerdi qui a beaucoup claqué de passes longues. Donc ça, on en parlera la prochaine fois. Voilà ce qu'on peut dire de l'enseignement du côté du jeu. Voilà, du jeu en général. Voilà un petit peu ce qu'on peut en tirer avec ce match face à Nîmes qui a été vraiment comment dire, une répétition des gammes. Voilà, donc on a répété un petit peu toutes les gammes. Et on enchaîne. En parlant des gammes, il y a un joueur qui a montré de belles gammes, c'est lui. Donc Balerdi, il a fait une relance pourrie dans l'axe pendant la rencontre où il a pris un peu de risque, il a rendu directement à Nîmois. Il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de but derrière, non, c'était pas sur ça. Mais tu as quoi au bras gauche, Léo Balerdi? Je lui demande. Eh ben, il a un brassard, les amis, regardez bien son bras gauche. Signe d'une prolongation déjà actée, les amis. J'ai oublié un E, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est déjà acté? Il a déjà prolongé, il a déjà pris sa décision. N'oublions pas qu'il est en prolongation de 2 années. Je vais vous montrer derrière. Regardez, hop. Le brassard sur le bras droit. Léo Balerdi, sous contrat jusqu'en 2026, est voué à prolonger son contrat de 2 saisons dans les prochaines semaines, selon l'équipe. C'est aujourd'hui qu'ils l'ont écrit. Donc, est-ce qu'il a prolongé? Est-ce qu'il va prolonger? C'est la question qu'on se pose. On espère en tout cas que c'est en bonne voie. Ça a l'air d'être en bonne voie. Donc, Balerdi, tu as la confiance. Reste chez nous. Tu as fait quand même... Bon, on ne va pas parler de prestations hier parce que voilà, je ne vais pas critiquer les joueurs. Tu as fait 2-3 bourdes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc on sait que tu as de la qualité et on sait qu'avec De Zerbi, tu vas faire un énorme joueur. On regarde maintenant sur les jeunes. Allez, on regarde sur les jeunes. Celui-là, franchement, c'est celui qui m'a le plus plu. Malgré Sternal, malgré Bacola, malgré tout ce que vous voulez, il m'a le plus plu. Mais il y a un autre joueur qui est plus proche pour moi des professionnels. Vous allez voir qui. Pensez-vous que Kélian Abdallah puisse avoir du temps de jeu cette saison? Je vous pose la question. Tiens, répondez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Kélian Abdallah, il aura du temps de jeu en professionnel, hein? Je ne parle pas avec la réserve ou avec autre chose. En voilà un qui n'a pas peur. Pourquoi je mets un point d'interrogation? C'est pas grave. Il n'a pas eu peur. À contrario d'un Enrique qui a encore répété un petit peu les mêmes gammes qu'il avait, c'est-à-dire à monter sur son couloir. Il a fait des différences en vitesse, mais derrière, au moment de prendre le risque, il s'arrête, il repasse derrière. Ou alors, il avait une occasion pendant la rencontre, il se présente seul face au gardien, je crois que c'était Faris Moumania, c'est lui qui arrive face au gardien, et il ne tente pas sa chance, il aurait dû frapper. Il aurait dû frapper, il avait largement le temps, j'ai regardé l'occasion, il avait largement le temps. Voilà, Enrique, il a manqué aussi de précision dans ses centres, 2-3 fois, il a eu des centres à faire en retrait, ça a été un petit peu dégueulasse. Pour Abdallah, il s'est bien montré, comme je le dis, a provoqué par ses passements de jambes, crochet, et a même tenté sa chance par 2 fois. Il n'a pas hésité, hein. Voilà, c'est ce qu'on veut de Enrique. Lui, il a tenté, le petit Abdallah. Certes, c'est un match de pré-saison, mais il faut se montrer. De Zerbi, c'est un nouveau coach. Si Luis Enrique ne comprend pas maintenant qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé, eh bien, Luis Enrique, il va falloir qu'il parte. Voilà, je pars sur Luis Enrique, mais c'est sur Abdallah qu'on veut parler. Donc Abdallah, peut-être qu'il aura sa chance. Il m'a bien plu pendant cette rencontre. C'est celui qui a amené le plus de danger parmi Faris Moumania, Amin Harit, Enrique, tous les joueurs offensifs, c'est lui qui a amené le plus de danger. Il a frappé 2 fois au but, une frappe écrasée qui passe à 2 mètres et une frappe au-dessus de la barre. Il essaie d'envelopper du pied gauche, il a un super pied gauche. Je pensais qu'il était droitier ou ambidex, mais il est gaucher et il a un super pied gauche. Donc on va voir un petit peu cet ailier droit s'il aura du temps de jeu. Sternal.
Sternal, la star, vous voyez qu'il a un peu plus de likes là sur le tweet. Enzo Sternal a montré de belles choses quand même. Voilà, il a pas tout réussi, il a manqué d'efficacité. Et je vais vous lire le truc. Posté en pointe, il s'est montré très mobile, a su se procurer 2-3 situations, dont une où sa frappe a été repoussée par le gardien. Il a réussi à faire la diff plusieurs fois grâce à ses dribbles courts. Dommage pour son tir. Alors, j'avais pas tout la place de marquer tout ce que je pensais. Il a des gestes assez courts, assez rapides, assez vifs, assez vivaces sur les premiers mètres. Voilà, sur les premiers mètres, on voit qu'il fait la différence dans les petits espaces. Et il est intéressant dans même sa protection de balle. Il a des jambes. Vous voyez qu'il est quand même assez costaud des jambes. Il tient sur ses pattes malgré son petit gabarit. Il a même eu une tête à jouer. C'était trop haut pour lui sur un centre de Lirola qui est rentré en deuxième mi-temps. Et sinon, dans la rencontre, il s'est procuré des occasions. Pratiquement, pas tout seul, je dirais, mais c'est lui qui fait les appels. C'est lui qui fait les redoublants de passes. Il est intéressant. Et je me demande bien s'il n'aura pas aussi du temps de jeu avec De Zerbi. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il aura du temps de jeu avec De Zerbi. Je pense que oui, il en aura un petit peu. Peut-être comme Kylian Abdallah. Mais il y en a un autre qui aura plus de temps de jeu. D'abord, on va regarder un petit point précis sur les joueurs que je viens de citer. C'est Bakola, c'est Selami, je ne l'ai pas cité, qui a fait une bonne prestation en deuxième mi-temps. En termes de numéro 10, c'était pas mal. Et Sternal, qu'on voit au milieu, les 3 joueurs n'ont toujours pas prolongé. Ça, c'est pas une information de maintenant, mais c'est juste pour vous citer un petit peu le truc. Il faut qu'ils prolongent avant début août, sinon ils seront écartés de l'effectif pro. Voilà, ça, il faut que se les mettre dans la tête. S'ils ne prolongent pas avant début août, ils seront remis avec la réserve et ils ne pourront pas accéder à l'effectif pro. À moins qu'ils prolongent d'1 an, de 2 ans, de ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, il faut prolonger Enzo, il faut prolonger Yanis et Daryl Bakola. Voilà, c'est bon. Allez, on enchaîne avec le dernier jeune, avec Gaël Lafont, qui donne satisfaction. Moi, il m'a plutôt plu au milieu de terrain, mieux que les autres à ses côtés. Gros boulot dans le secteur du milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Il gère au milieu avec sa superbe patte gauche. Il peut apporter sur les coups de pied arrêtés. Par son physique et son abattage, il semble être un des plus aptes à être avec les pros cette saison. Voilà, donc je pense que pour ma part, je pense que c'est peut-être le plus proche d'être auprès des pros. Regardez son gabarit, regardez ses cuisses, regardez son gabarit, il est quand même costaud. Voilà, il est proche d'être un adulte, il a 18 ans, je crois déjà. Je trouve que c'est le joueur le plus proche de l'effectif pro, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas Sternal, pas Abdallah, même s'il a de la qualité. On a besoin d'avoir mieux voilà, que Abdallah. Je suis désolé, Abdallah, tu auras peut-être du temps de jeu, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, lui, il peut nous servir cette saison. Voilà, si on fait partir les Verretou, les Unai, les Kondobia, il peut nous servir dans le cœur du jeu. Et il a une super patte gauche. Ça, par contre, c'est un point souligné. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut être intéressant. Il a tiré un corner en deuxième mi-temps qui a été dangereux. Donc, j'aimerais bien le voir dans cette saison pour Gaël Lafont. Allez, on enchaîne maintenant. On passe le match. N'hésitez pas à réagir sur tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à réagir sur toutes les phases que je vous ai montrées tout à l'heure. Arrêtez, en mouvement, sur le pressing. Les amis, réagissez surtout, ça me fait plaisir. Allez, on continue maintenant sur le mercato. Et on pense d'abord au joueur qui revient aujourd'hui, Amir Murillo. Il revient aujourd'hui, on est le 22. Le 22 juillet, Amir Murillo, le Panaméen, revient aujourd'hui. Jonathan Klaus va retrouver le centre d'entraînement. Va retrouver le centre d'entraînement, pardon. Mercredi, le 24 pour Klaus. Il reviendra le jour du match OM Toulon. Donc Murillo, peut-être qu'il sera là contre Toulon. Peut-être. Je pense qu'il rentrera peut-être en deuxième mi-temps, un petit court temps. Mais ça m'étonnerait qu'il soit aussi... Peut-être, je ne sais pas. Bon. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Murillo, en arrivant aujourd'hui à la commanderie, à Marseille, et il s'entraînera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, est-ce que vous pensez qu'il sera là pour le match face à Toulon sur le terrain? Est-ce qu'il rentrera? Ou est-ce qu'il aura un laps de temps pour se remettre et être tranquille à reprendre le match d'après, le 27, si je ne me trompe pas? Dites-moi si Murillo va jouer. Klaus ne jouera pas, il arrivera le jour même. Un autre joueur qui arrivera aussi dans pas très longtemps, c'est Ismaël Koné le 29 juillet. Voilà, il manquera les premières rencontres, même la troisième rencontre, les 3 premières rencontres, il les manquera. Il sera là pour le match face à Sunderland, les amis, le 3 août, si je ne me trompe pas. Allez, on enchaîne maintenant avec le dossier des extra-communautaires. Je vous l'ai montré en live, je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Je vous le remontre maintenant encore une fois. Dossier extra-communautaire, Mason Greenwood a désormais la double nationalité avec l'identité jamaïcaine. Selon Transfermarkt, ça a été marqué, vous voyez, le drapeau jamaïcain. Donc l'OM dispose donc de 2 places d'extra-communautaires sur 4. Je ne parle pas de la 5e avec les Asiatiques, ceux qui disent ça, mais moi je reste sur 4. Je reste sur 4, on en a encore 2. Donc on peut recruter un Sanchez, un Wang. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'enchaîne justement
Eki Fernandez, bon, je pense que c'est râpé. Et justement, sur un joueur qu'on peut recruter, c'est Sanchez. On fait un petit point Sanchez. Il n'y a rien de nouveau, mais je vous fais un petit point quand même. Le cas Sanchez divise. En interne, il y a ceux qui aimeraient s'appuyer sur son exigence pour cimenter autour de cette valeur. Donc on veut construire autour d'un Sanchez qui apporterait de l'expérience devant avec son exigence. Au moins, il y aura du sérieux pour les attaquants, peut-être même côté toute l'équipe. Et avec Højbjerg, ça serait franchement intéressant d'avoir plusieurs joueurs patrons. Moi, je demande que ça. Je ne veux pas qu'un seul, comme Højbjerg au milieu de terrain, au milieu de plein de jeunes. Non, je veux un au milieu, un, pourquoi pas derrière, un devant, un au gardien, un en remplaçant. Il en faut au moins 4-5 dans l'effectif. Pas un seul. Donc là, il va falloir recruter d'autres patrons. Voilà, c'est pas terminé le mercato. Hein. Donc Lucas Sanchez divise. Il y a ceux qui veulent le prendre pour son exigence. Et il y a ceux qui veulent se tourner vers l'avenir et préfèrent une grosse indemnité de transfert sur un plus jeune plutôt qu'un énorme salaire pour Sanchez. On parlait de 500 000, il me semble, comme salaire qui est réclamé. Donc c'est vrai que ça fait un salaire quand même assez conséquent, même si on a recruté Højbjerg et ça tournera autour des 500 000. Je continue sur Sanchez. Proposition concrète d'Udinese pour vous mettre au point sur tout ce qu'il y a. Pour Alexis Sanchez, la décision de l'attaquant chilien devrait arriver sous peu. Ça, c'était le 18 et on est le 22. C'est il y a 4 jours. Alors, elle n'est pas encore arrivée, de ce que je sache. Et PS, rappelons que l'OM a toujours dans l'idée de faire revenir El Niño Maravilla. C'était il y a 4 jours. Voilà, nous en sommes pour Alexis Sanchez. Et on enchaîne, pourquoi pas, sur son remplaçant. Je l'ai mis où? Ah, je ne l'ai pas mis là. Il est là. Allez, il est là. Alors, attendez, je mets les deux trucs là. Voilà. Sachant l'opération Nketiah onéreuse, l'OM travaille sur une proposition de prêt payant avec option d'achat obligatoire. Donc un prêt payant, c'est-à-dire on paye à la base 1, 2, 3, 4, 5 millions et le reste on le payera en fin d'année ou en plusieurs fois après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas tout de suite qu'on paye tout, on peut pas, mais on paye une partie au début et ça sera un prêt voilà, avec une obligation d'achat selon je ne sais pas quel paramètre. Voilà pour Nketiah, on parle d'une vingtaine de millions, il y a eu une offre de l'OM qui a été refusée, selon certains c'était 20 millions d'euros, donc on va rester sur ça pour Nketiah pour l'instant, sur le côté positif, parce que ça c'est positif. Hein. S'il y a un prêt qui est ouvert, vous savez comment on fonctionne nous, on a beaucoup de prêts, donc on a fait un prêt sur Brassier, on a fait un prêt sur Højbjerg, on va continuer peut-être un prêt maintenant là, donc on continue sur les prêts, voilà, et derrière il y a une mauvaise nouvelle par contre. La mauvaise nouvelle, Eddie Nketiah pourrait servir de monnaie d'échange. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu depuis hier, je ne l'avais pas vu, merci à celui qui me l'a relayé dans le Discord. Arsenal serait prêt à utiliser Eddie Nketiah comme monnaie d'échange afin de recruter Marc Guéhi, l'anglais défenseur central de Crystal Palace. Vous avez l'article en dessous. Alors la source ici, je me suis trompé complètement. Regardez, il y a marqué Cédric McGregor. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà. L'article, il est en dessous. Et l'article, vous le lisez, vous le traduisez et je m'emballe les steaks. Pour ceux qui me disent ouais, la source, je rigole, il a 15 followers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je t'en veux pas. Mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle si c'est vrai. Moi, j'ai toujours un doute, comme je vous l'ai déjà dit, pour le mercato. Je vais vous expliquer ma pensée sur ça. Vous vous en souvenez quand je vous avais dit pour le recrutement de... c'était qui? C'était en Italie, je crois, où il y avait les médias italiens. C'est pour Greenwood. On avait Alfredo Pedula, on a fait Di Marzio, on avait... Bon, surtout Pedula qui était un petit peu à être sur le côté italien. C'est-à-dire que les Italiens ont l'avantage, l'OM n'arrive pas à mettre l'argent, la Lazio a mis plus d'argent, la Lazio est en avance, et si il y a Naples qui arrive et ils sont devant l'OM est dernier, alors que l'OM a recruté le joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Du côté italien, on avait un petit peu brodé pour plaire aux Italiens, pour faire un petit peu de like de leur côté, et aussi pour monter la sauce aussi pour le transfert du côté de Marseille. Et là, pareil du côté anglais. Vous voyez, c'est peut-être soit un jeu d'agent, soit peut-être du côté anglais, les médias qui, du côté du club, on veut faire fuiter des informations qui sont fausses. Voilà, on peut le penser comme ça aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ce dossier-là. C'était pour le mettre en avant. Et comme ça, on a une partie positive, une partie négative, qu'on ne se balance pas un petit peu sur le fait que ce soit fait directement, qu'on se voit déjà avec Nketiah à l'OM. Ça pourrait capoter, hein, ça pourrait capoter. Ça va très très vite dans un sens comme dans un autre. Justement, un sens comme dans un autre, on attend les gardiens. Maintenant, les gardiens, on en est où, les amis? Alors, le dossier des gardiens, ça n'a pas bougé finalement pour Alvaro Valles. C'est terminado cacao selon l'équipe. L'OM a renoncé à Alvaro Valles selon l'équipe. Voilà, lui, il voulait à la Betis Séville. Eh ben, vas-y, allez, Betis Séville. Le club apprécie toujours Philippe Jorgensen, le Danois, mais Villarreal demande bien trop cher. On en reste toujours au statu quo total, c'est-à-dire que du côté de Villarreal, on réclame 20 millions d'euros, si je ne me trompe pas.
Et l'OM ne veut pas monter au-dessus des 15 de ce qu'on avait vu sur le dossier Brice Samba. Voilà, Brice Samba, c'est toujours au fond du dossier. Là, ils n'en parlent pas dans l'équipe, mais c'est toujours au fond, je pense de mon avis. Et plus le temps il avance, comme je vous l'ai dit, plus le temps avance, plus pourquoi pas, s'il a un billet, s'il est autorisé à partir de Lens, si on ne l'interdit pas de partir de Lens, voilà, s'il a une porte ouverte là-bas à Lens, pourquoi pas l'avoir moins cher que 20 millions. Je parle de Brice Samba là. Par contre, sur le dossier du gardien, il y a une information quand même qui est ressortie, celle-là. L'OM a étudié, alors attention, c'est fini, mais l'OM a étudié quand même le dossier de Wojciech Szczesny. Wojciech Szczesny. Je l'ai bien dit. Wojciech Szczesny, je l'ai même marqué, je l'ai bien marqué, en partance de la Juventus, mais il ne faisait pas l'unanimité en interne au club. Donc peut-être que Longoria le voulait, ou Benassia le voulait, et du côté, du côté de De Zerbi, on ne le voulait pas. Puisque De Zerbi, il voulait quoi, lui? Le club olympien cherche plutôt un gardien en développement capable d'être modelé par De Zerbi. Très exigeant sur ce poste. Donc De Zerbi a demandé au club de recruter un gardien à développer, pourquoi pas, du style un peu plus jeune, en fait. Un peu plus jeune, comme Verbruggen. Est-ce qu'il va ressortir maintenant, celui-là? Ou un autre jeune? N'hésitez pas à me proposer les gardiens jeunes. Allez, donnez-moi des noms de gardiens qui sont abordables. Voilà, qui sont abordables. Alors, le Guillaume Rest, ça peut être dans ce domaine-là. Mais est-ce que lui, De Zerbi, le connaît, le Guillaume Rest? Je ne sais pas. Moi, je me dis, il faut se positionner sur les gardiens peut-être du côté de l'Angleterre. Ou alors du côté de l'Italie. Regardez l'Italie, regardez l'Angleterre. De la période italienne où De Zerbi a été en Italie avec Sassuolo, pas de maintenant, parce que Caprilé, la piste Caprilé, on n'entend plus parler. Mais si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Donc, un jeune, ou plus ou moins à développer plutôt, pour être modelé par De Zerbi, qui est très exigeant sur ce dossier. Je continue justement pour le gardien avec Szczesny, juste pour vous montrer sa fiche Transfermarkt. Il a 34 ans, les amis. Alors pour un gardien, c'est pas non plus rédhibitoire. Même 34 ans, je vais vous dire, pour une ou deux saisons, ça peut faire la maille. Mais voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, ça serait un gros salaire à mon avis. J'ai même pas regardé son salaire, mais c'est un gros salaire. Voilà, c'est un gardien polonais, 84 sélections. Il a une grosse expérience, on peut pas dire le contraire. Voilà, il a joué la saison dernière, il a joué temps complet. Vous voyez, 35 matchs, 3150 minutes. Voilà, il a joué 252 matchs du côté de la Juve, il a joué à l'Arsenal avant, l'AS Roma, voilà les clubs en dessous, c'est quand même du haut niveau, du très haut niveau, mais il est plus sur la pente descendante peut-être que la pente montante. Et plutôt, De Zerbi veut plutôt un joueur à modeler. Alors du côté de Nketiah, je reviens sur le dossier Nketiah, il y avait ceci. Eddie Nketiah fait partie, il fait bien partie de la tournée des Gunners aux USA. Voilà, il va partir du côté des États-Unis pour faire la pré-saison, le stage de pré-saison avec son équipe actuelle, c'est Arsenal. Il n'est pas à l'OM encore. Donc il va s'échauffer, il va s'entraîner, il va faire une belle prépa. Et quand l'OM aura mis les biftons, peut-être qu'il viendra à l'OM. Là, il n'y a pas de souci. C'est pas un gros souci, ça. Voilà, c'est pas un gros souci. Je veux rassurer BOM, je pense que c'est pas un gros souci. On a déjà recruté les joueurs qui étaient déjà en stage. On s'est fait déjà recruter les joueurs qui étaient en stage avec nous. Donc ça, c'est pas un souci dans le football. Voilà, c'est pas vraiment un motif de non-recrutement. Allez, j'enchaîne avec quoi? De Zerbi encore qui nous parle des milieux de terrain. Roberto De Zerbi souhaite 3 arrivées dans le secteur du milieu de terrain au total. Donc on en a déjà recruté 2. Ismaël Koné, Pierre-Emile Hochberg, le Canadien et le Danois. Et le 3e, qui c'est les amis? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Est-ce que c'est un vieux? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un vieux, un jeune? Un jeune vieux? Un moyen, peut-être, je sais pas. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a là? À part Eki Fernandez, mais ça me semble un petit peu râpé avec Alcatia qui est dessus, ils sont chauds artichauts. Il y avait Locatelli, mais ça me semble aussi râpé, vu qu'on a pris Emile Hochberg, à mon avis, c'était plutôt un pendant d'Emile Hochberg. Et il va rester sûrement à la Juve. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Guido Rodriguez, il veut retourner du côté du Betis. Mais pourquoi pas? Peut-être on n'entend plus parler. Attention à la surprise avec Guido Rodriguez. Il n'a pas un gros salaire. Il a du vécu, il a de l'expérience. Ça peut être aussi un dossier qui remonte. Pour l'instant, je ne sais pas s'il a signé à Betis. Au Betis, je vais regarder, je vais m'informer après la vidéo. Voilà, j'ai pas fait le taf. Mais peut-être attention à ce dossier-là qui est encore loin. NDD, c'est terminé, on n'en reparle plus. Et après, j'oublie peut-être d'autres milieux de terrain. N'hésitez pas à me dire, voilà, les amis, dans les commentaires. J'enchaîne avec autre chose et j'enchaîne avec Azdin Ounahi. Voilà, on est sur le milieu de terrain. Azdin Ounahi a été proposé à Galatasaray. Ounahi souhaite quitter l'OM, surtout après l'arrivée de Pierre-Emile Hochberg, selon Rexo Sport. C'est un petit média. Voilà, donc on va dire à prendre avec des grosses pincettes, les amis. Donc,
l'OM, ou ses agents plutôt, qui ont été envoyés pour le proposer du côté de Galatasaray. Galatasaray, club turc, est-ce qu'ils ont les moyens d'investir sur un joueur comme Unai qui a 350 000 de salaire? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, et combien on le vend à Zine Unai? Parce que là, j'aimerais bien avoir de l'argent pour recruter derrière. Voilà, Zine Unai, du côté de la Turquie, ben, je lui souhaiterais bon vent s'il part, et s'il reste, eh ben, j'aimerais bien le voir un petit peu quand même. Comme je vous l'ai déjà dit, dans le jeu de De Zerbi, ça peut correspondre. On verra bien. Voilà, sur les premiers matchs là d'hier, on ne va pas le juger. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas juger Unai, on ne va pas juger Kondogbia, on ne va pas juger tous les joueurs. J'ai juste un petit peu parlé des jeunes, voilà, pour faire plaisir aux jeunes. Et puis surtout, ils ont fait des bonnes prestations, certains. Un Balerdi aussi qui a été pas mal, même s'il a manqué quelques relances. Donc on ne va pas non plus détailler toutes les prestations de tous les joueurs. Allez, j'enchaîne sur Gigot. Le Gigot, Samuel Gigot, vers l'Arabie Saoudite, point d'interrogation. Plusieurs clubs s'intéressent au profil du défenseur de l'OM. Une offre pourrait prochainement arriver sur la table de la direction olympienne qui ne le retiendra pas. Ça, on le sait. On veut qu'il parte, on le force à partir. On voulait l'envoyer du côté de Fenerbahçe. Lui, il a toujours cette offre de contrat. Nous, on a toujours l'acceptation du transfert de 3,8 millions d'euros plus des bonus qui atteignent 4 ou 4,5, je ne sais plus. Mais lui ne veut pas y aller là-bas. Il veut choisir sa destination. Alors là, si c'est l'Arabie Saoudite, à part avoir un salaire de malade, je ne le vois pas partir en Arabie Saoudite. Si c'est pour avoir le même salaire qu'à l'OM ou le même qu'il aurait eu à Fenerbahçe, je ne pense pas qu'il partira. Cela dit, les clubs saoudiens, vous connaissez, on a vu avec Aubameyang, on a vu avec Eki Fernandez qui aura 1 million par mois au moins, et alors qu'il avait 2 pots de banane en Argentine. Donc là, peut-être que Gigot, il passera à du 500 000, peut-être. 500 000 par mois, un Gigot, qui est actuellement à 200, 250 000, je ne sais plus. Allez, j'enchaîne avec Gigot. N'hésitez pas à réagir sur Gigot. Et on termine avec Ismail Assar. Des dirigeants de Crystal Palace vont s'envoler pour la France dans le but de conclure un accord entre Sarr et l'OM. Ça, c'est tombé dans l'après-midi d'hier. Je ne sais pas, j'ai pas eu de retour, j'ai regardé, pas de retour. Donc on verra bien s'il y a vraiment eu du concret demain. Voilà, si c'est vraiment du sérieux avec Rulanto Nico, il y en a beaucoup qui le relayent ce type-là. On va voir demain ou après-demain, voilà, selon ce qu'il y a comme information. Et je vous tiendrai au courant, de toute façon, comme d'habitude, sur les vidéos. Voilà les amis, je pense qu'on a terminé. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut aller là, on peut rafraîchir la page. Il y a un petit like, ou je ne sais pas ce que c'est. Une petite notification. Je rafraîchis la page. Eki Fernandez, ah bah tiens. Voilà, une info qui vient de tomber. Alors, est-ce que c'est la même que d'habitude? Je pense que oui. Je vais la traduire quand même pour vous. Boca ne veut pas vendre Eki Fernandez pour 17,2 millions de dollars. C'était pas des euros, la dernière fois je me suis trompé, car elle n'en possède que 70%. Si les Saoudiens s'étendent et mettent 20 bâtons, ils finiront par les vendre. 20 bâtons. 20 bâtons, ils parlent en argot. Info de Flavio Azzaro. À 221 000, et ben vous savez quoi, on va le suivre, je ne connais pas. Ça doit être un média argentin, un journaliste argentin. Ah non, c'est un youtubeur? Non, journaliste? C'est où la traduction? Bon, on va suivre, on va suivre. On ne sait jamais s'il nous balance des dingueries. Voilà, donc Eki Fernandez, qui a envie de partir du Boca. Il préférait l'Europe, mais là, bon, s'il a un gros salaire, il va y aller. Voilà, il n'est pas non plus rédhibitoire sur cela. Donc malheureusement, Eki Fernandez, j'aurais aimé l'avoir, un jeune comme lui, à côté d'un Hochberg, autour d'un Hochberg qui lui donne de l'expérience, avec un Ismaël Koné jeune aussi, et un Rongier qui reviendrait avec un petit peu d'expérience, et un autre aussi, il faudrait un autre aussi qui ait du vécu. En plus, ça ferait 5 milieux de terrain avec 2 jeunes à en devenir qui ont un fort potentiel comme Ismaël Koné et Eki Fernandez. Malheureusement, bah, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, mais quand même, on a quand même Ismaël Koné qui sera en pendant donc, de Hochberg. Et pour revenir à la composition d'équipe de tout à l'heure, les amis, alors je fais un rafraîchissement. Pour vous préciser la chose où sera placé Hochberg, je vais vous montrer. Alors d'abord, je fais ça. Je vais vous remontrer la compo. Ou alors, voilà, la compo ici. Non, pas celle-là. On la compo ici. Non, c'est pas là. Non, non. C'est celle-là. Voilà. Donc, du côté de Hochberg, il sera à la place de Unai. Voilà. Et Kondogbia sera à droite. Voilà. Kondogbia à droite. Unai. Alors, je vais remontrer l'autre écran. C'est plus pratique. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Je vais remontrer l'autre écran. Regardez. Je vais vous expliquer, c'est plus simple. Vous avez Merlin qui est en rouge ici. Vous voyez Merlin qui est en rouge. Il a pris la place d'Unai qui est monté ici. Derrière, il faut remplacer Merlin, ou Unai plutôt, par Ismaël Koné. Donc Ismaël Koné sera la place de Unai. Et Hochberg à la place de Kondogbia derrière. Donc on aura Hochberg qui sera là. Quand un Merlin viendra à côté de Hochberg, ils joueront les papas, les babales. Et derrière, Ismaël Koné apportera le surnombre offensivement. Voilà, ça sera le box-to-box qui apportera sur la création un peu plus offensif. En plus,
sur Ismaël Koné, il y a une qualité supérieure aux autres milieux qu'on a déjà. C'est une qualité de frappe que j'ai découvert en regardant des vidéos et en voyant les matchs un petit peu. Il a frappé plusieurs fois de loin. C'est une belle frappe de balle. Hochberg, c'est pareil, une qualité de frappe. Donc on récupère des joueurs qui ont des qualités de frappe, des joueurs qu'on n'avait peut-être pas au milieu de terrain, ou alors qu'ils avaient perdu leur qualité de frappe. Voilà les amis. Je pense que j'ai terminé ma vidéo et je vais terminer sur ça. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire et les informations vont tomber dans la journée. Voilà, dans la matinée, ça m'étonnerait, peut-être une ou deux, voilà, petite. Sinon, c'est toujours en fin d'après-midi. Voilà, croyez-moi sur ça. Voilà, mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, ce que vous voulez. Mais en tout cas, les informations concrètes tombent toujours dans l'après-midi, j'ai l'impression. Voilà, c'est l'impression que j'ai et ça se recoupe à chaque fois. Fin d'après-midi, vers 16, 17h, 15h. Voilà, entre 15 et 17h, ça commence à tomber bien. Et après même, des dingueries qui tombent dans la soirée. Voilà, les soirées, je vous les fais le matin ou dans la nuit, comme maintenant, les amis. Il est 4h52 du matin, je vais aller me coucher parce que je travaille ce soir. De toute façon, je suis en rythme de nuit, il n'y a pas de souci. Voilà, vous inquiétez pas pour ma santé, il n'y a pas de souci. Je fais ça depuis 20 ans. Voilà, me dites pas à chaque fois, oh mais Seb, tu dors jamais, tu devrais dormir. Non, 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 il est 4h55, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Allez les amis, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour les réponses sur les commentaires de ma vidéo. Et sinon, on se retrouve peut-être sur une vidéo en fin d'après-midi, s'il y a des dingueries qui tombent dans la journée, peut-être. Sinon, on se retrouvera demain matin, comme d'habitude. Et vive le foot chez Savage Foot. N'oublions pas le live du 24, mercredi. Je vais le programmer tout à l'heure, là, avant de me coucher maintenant, là. Comme ça, vous êtes au courant et vous pouvez aller lancer un max de likes, les amis. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, c'est pas terminé cette saison. Elle fait que commencer les amis. C'est pas grave la défaite. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Ciao, ciao, ciao!